en fait, dans l'école militaire russe, ils n'arrêtent pas d'apprendre sur l'opération Barbarossa qui a bien failli leur coûter leur pays. Dès qu'ils arrivent, ils apprennent ça, ils apprennent ça. Ils apprenaient à défendre leur pays, ils apprennent pas à attaquer. Parce que eux, à la base, eux, pour moi, c'est la défense qu'ils faisaient. Ils ont envahi un pays, mais ils ont fait la même erreur que l'Allemagne. Et clairement, je pense, ouais, c'est l'organisation. La balance penche forcément en faveur de l'Ukraine, pour la simple et bonne raison qu'elle a été aidée massivement, notamment par les Américains. Et surtout, on en parle, mais des fois pas assez, c'est le renseignement. Le renseignement américain, en mer Noire ou même au-dessus de l'Ukraine, a donné de précieuses informations. Moi, je pense plutôt que c'est l'économie européenne qui s'est fait mettre à terre. On va ressentir, en fait, l'inflation, on la ressent déjà. Et que la crise énergétique, même si on dépend très peu du gaz russe, eh bien, on va la ressentir. Mais imagine aujourd'hui, déjà en France, qu'on ressent alors qu'on dépend à peine du gaz russe. Imagine-toi ce que vont ressentir les Allemands, eux qui dépendent à 60% du gaz russe. Le grand gagnant, ça serait les États-Unis. Pourquoi? Parce que, déjà, ils ont niqué Nord Stream, avec l'embargo sur le gaz. Qui c'est qui fournit les armements? Qui fournit le gaz liquéfié aux pays qui subissent le contre-coup des sanctions économiques? Et qui donne la plus grande aide à l'Ukraine pour faire tourner l'industrie américaine? Bonjour à tous les amis, c'est Serge le Chef, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la thématique guerre Ukraine-Russie. On entend beaucoup, vous savez, sur les médias, des experts qui viennent, qui vous livrent leur analyse, mais c'est pas forcément concret. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment dans cette vidéo, c'était d'entendre justement ce que vous pensez. Que vous maîtrisiez le sujet à la perfection ou pas, et surtout, peu importe vos milieux ou vos points de vue, je voulais vraiment entendre ce que vous pensiez de cette guerre. Du coup, c'était le sujet de cette vidéo. 4 personnes vont prendre la parole et vont vous dire, selon eux, ce qu'ils pensent de cette guerre. Évidemment, en amont, je me suis assuré qu'ils maîtrisaient le sujet un minimum et que leurs arguments allaient être cohérents, et franchement, c'est très intéressant. Il s'agit pas vraiment de trouver un vainqueur, parce qu'on peut pas parler de vainqueur, mais on peut plutôt se demander à qui ça profite réellement cette guerre. Du coup, pour cette vidéo, on coupe la thématique en deux. Qui gagne la guerre d'un point de vue militaire, à qui ça profite d'un point de vue militaire, et 2, qui semble gagner la guerre d'un point de vue économique. Encore une fois, tout ne se limite pas à l'Ukraine et à la Russie, mais aussi aux acteurs qui sont à côté. J'espère que ces analyses vont vous plaire. N'hésitez pas à dire en commentaire celle que vous avez préférée, celle que vous avez trouvée la plus pertinente ou pas. Je vous laisse profiter de cette vidéo, à bientôt, bonne vidéo! Alors pour moi, le grand gagnant secret, c'est l'Ukraine, car il faut toujours savoir que le défenseur connaît par cœur son territoire, chaque recoin, sachant qu'en plus on est dans on est dans une guerre moderne, on va dire, géolocalisation et tout, ça permet de facilement reconnaître les lieux. Sur un reportage russe qui montrait une des plus grosses pièces d'artillerie motorisée russe, qui est assez puissante d'ailleurs, et quelques heures après le tournage, qui est en direct en plus, elle s'est fait bombarder. Ah ouais, en direct? Pas en direct, mais genre en fait c'était en direct, et quelques heures après le tournage de la vidéo, elle a été bombardée, puis en fait les Ukrainiens savaient exactement où était le bâtiment, enfin le lieu où était l'artillerie. Alors j'ai déjà envie de répondre à l'inverse de la question, c'est qui pour moi n'est pas le vainqueur de la guerre. De manière évidente, c'est la Russie, parce que on l'a vu, elle avait préparé effectivement une offensive qui était prévue sur 3 jours. Avec même les tenues de parade dans les sacs des officiers, même les restaurants réservés à Kiev pour faire la parade tout simplement. Au bout des 3 jours, ce n'est pas arrivé pour plusieurs raisons. Donc aujourd'hui, la Russie elle est embourbée dans un conflit, elle a un manque de matériel évident, elle a un manque de ressources pour construire justement l'ensemble des pièces stratégiques, que ce soit pour son aviation, pour ses chars ou pour ses optiques. Elle a décidé justement d'aller dans cette offensive. Elle y est allée beaucoup trop confiante. Aujourd'hui, le front stagne et justement le front s'inverse. Justement, pour répondre à la question qui gagne, il n'y a pas de gagnant. En fait. De toute façon, aujourd'hui, il n'y en a pas. Sinon, il y aura un traité de paix et ce serait terminé. Mais la balance penche forcément en faveur de l'Ukraine, pour la simple et bonne raison qu'elle a été aidée massivement. Actuellement, je pense qu'au niveau du militaire, c'est aussi l'Europe qui a pris beaucoup cher, parce qu'en fait, les Européens ont vidé tout leur stock, même s'il y a des stocks qui sont encore remplis chez les Américains. Ils ont vidé presque tout leur stock dans les chars, dans les artilleries, etc. Ils ont en fait donné à l'Ukraine. Les pays européens sont maintenant un peu de moins en moins avec défense et en fait se vident de leurs munitions, de leurs armes au profit de l'Ukraine pour faire continuer cette guerre. Pour ce qui est de la Russie, je pense qu'elle a surtout vidé les vieux matériels, donc des trucs soviétiques,
Mais oui, la Russie a pris un coup sur son armée, même si c'est largement minime par rapport à ce que ça a coûté aux Européens. Militairement, sur le théâtre d'opération, pour l'instant, c'est les Ukrainiens. Mais vu que la guerre n'est pas encore finie, attendons de voir. Parce qu'un retournement de situation peut arriver. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise ou d'un... Non, on n'est pas à l'abri d'une très mauvaise surprise. Parce que je te rappelle que depuis l'annexion, le Donbass, la région de Kherson et de Zaporizhzhia qui sont occupés sont considérés comme des territoires russes. La doctrine russe, elle est tout à fait à revoir. C'est-à-dire? Bah, quand on voit des soldats avec très peu de ravitaillement, quand tu as des soldats qui manquent de nourriture, d'eau, de carburant, du moins il manque de tout, et que tu as des rations dépérimées depuis 2015, c'est pas fait pour donner du mordant aux troupes. Mais comment on peut expliquer que la seconde puissance militaire ait justement un problème de logistique comme ça? C'est quoi le problème de base à ça? Non, toi t'as pas dû connaître en 91 la première guerre du Golfe. Non, j'étais pas né, ouais, je suis 2001. Parce que quand tu tiens compte d'un classement d'une armée, tu comptes sur les effectifs et les matériels qu'il a. Sur le papier, ils tiennent compte de certaines théories, de certains critères, mais sur le terrain, ça ne veut pas dire que ça sera pour un succès. Il y a plein de trucs, hein, mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le moral ukrainien, pour eux, ils n'ont rien à perdre. Il y a même des personnes âgées de 75 ans qui sont prêtes qui ont pris les armes pour défendre leur pays, car elles ont dit, on connaît les Russes, on a vécu durant l'URSS avec eux, on ne veut pas revivre avec eux ce qui s'est passé. Ils se sont renforcés militairement, et là, ils ont des armes meilleures que les Russes, parce que là, les Russes, ils utilisent des armes de la guerre froide, hein, des AK-47 à moitié rouillés, là. Ils ont mis, les meilleurs chars qu'ils ont, ils sont peu nombreux, ils sont certes meilleurs, mais la plupart des chars qu'ils ont qui font leur force, en nombre, c'est des chars qui ne détectent pas les missiles, donc ils sont plus fragiles en ce moment avec la technologie américaine qu'ont les Ukrainiens, les lance-missiles qui permettent du coup, avec ça, les Ukrainiens font des tactiques de guérilla qui leur permettent de prendre plus facilement les Russes en embuscade, et du coup le moral des Russes baisse, ils abandonnent la plupart du temps leurs chars, ils sont perdus, et le moral chez les Russes est en baisse. Surtout, on en parle, mais des fois pas assez, c'est le renseignement. Le renseignement américain, et même des forces de l'OTAN, je ne doute pas que les Français aient fait de même, mais le renseignement américain aujourd'hui, que ce soit en mer Noire ou même au-dessus de l'Ukraine, a donné de précieuses informations qui, aujourd'hui, ont mené au dernier raid qu'on a vu là, ces dernières semaines, à savoir qu'il y a une poche, la russe, qui s'est faite dans le nord-est de l'Ukraine. Il y a plusieurs centaines, milliers de soldats, je ne sais pas exactement le chiffre, mais qui se sont fait encercler. Il y a l'Ukraine qui a fait une contre-attaque, qui a repris plusieurs milliers de kilomètres carrés. C'est simplement colossal. La Russie, aujourd'hui, elle prend des centaines de mètres par jour en moyenne, donc c'est rien du tout. Et l'Ukraine, justement, appuyée par ce renseignement, a pu faire ça. Il y a deux choses possibles. Soit, par exemple, au début, Poutine a essayé de faire une blitzkrieg, comme on dit, donc essayer de prendre le pays le plus rapidement possible. Soit, il a essayé peut-être de concentrer les forces partout un peu dans le pays, afin de prendre contrôle total des régions au sud, par exemple. Ils rushent au nord, donc ils essaient de prendre Kiev, ils prennent des villes, etc. Et au sud, ça leur permet de, pendant qu'il y a une partie de l'armée ukrainienne qui du coup est concentrée dans le nord pour défendre Kiev, pour défendre d'autres villes, et bien là aussi ça lui permet en fait de prendre un contrôle total sur les régions du sud. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Concernant le début du conflit ukrainien, ils ont été lancés sur de mauvais renseignements. Ils disaient que l'armée ukrainienne allait les rejoindre, 2, que la population ukrainienne accueillerait les soldats russes à bras ouverts, et 3, que ça serait une promenade de santé. Alors sur ces 3 points de renseignement, cite-moi un seul qui a dit vrai. Pour les Ukrainiens, c'est une guerre, pour les Russes, c'est une opération spéciale avec un corps expéditionnaire. Mais est-ce que ça leur joue pas des tours de penser ça encore aujourd'hui? Ah que si. Ils avaient envoyé à peu près le même nombre d'hommes que l'armée ukrainienne avait, donc environ 150 000 hommes, contre à peu près 120 000. Alors que pour un défenseur, pour un terrain plat, il faut 3 attaquants. 1 contre 3 pour attaquer convenablement. Voilà, parce que la défense aura toujours un petit avantage en connaissant le terrain. Alors en ville, c'est 1 pour 10. Pour niquer un défenseur, il faut 10 attaquants. Niquer un défenseur. Mais il faut comme dire rajouter une touche d'humour, non? Même si elle est peu morbide. Après, tu rajoutes ça, le manque de munitions, le manque de fournitures autres.
donc un gros problème de logistique. Et tu te retrouves avec plusieurs colonnes qui seraient plus utiles sur le front, bloquées sur la route. La moitié des généraux russes sont morts sur le terrain dès le début de la guerre, ce qui fait un gros coup au moral pour les forces russes quand même. C'est clair. Ils ont envoyé des conscrits dès le début, mais des conscrits, donc ils ont aucune expérience. Ils savaient même pas qu'ils rentraient en guerre. Pour eux, c'était une opération, mais pour eux, ils savaient même pas ce que c'était, ce qu'ils allaient faire. Et ils sont arrivés dès là-bas, ils se sont fait pulvériser la plupart. Les Américains ont bien averti les Ukrainiens qu'il fallait se préparer à une guerre. Parce qu'il faut pas se le cacher, il y a des espions chez les Russes, comme les Russes en Amérique. Et ils ont bien dit, il va y avoir une guerre. Dépêchez-vous. Ça se sentait. Quand tu trouves une énorme quantité de troupes, de chars, près d'une frontière, pour dire que c'est un entraînement militaire, tu peux le faire en plein milieu de ton pays. Ton entraînement militaire, tu le fais pas à côté d'une frontière. Ouais, c'est louche quoi, c'est clair. C'est complètement louche, surtout tu vois les trains avec les gros armements qui arrivent. Là, tu te dis qu'il y a une poule dans le potage quoi. Depuis des années, en fait, dans l'école militaire russe, ils n'arrêtent pas d'apprendre sur l'opération Barbarossa qui a bien failli leur coûter leur pays, l'URSS. Ouais. Du coup, ils sont à cheval là-dessus. Ils apprennent tout le temps ça. Dès qu'ils arrivent, ils apprennent ça. Et sauf qu'en fait, en apprenant trop, je pense qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont envahi un pays, mais ils ont fait la même erreur que l'Allemagne, du coup. Parce que eux, à la base, pour moi, c'est la défense qu'ils faisaient. Ils apprenaient à défendre leur pays, mais ils apprennent pas à attaquer. Et c'est quoi Voilà, du coup l'erreur de Barbarossa du coup, ce serait quoi? Et clairement, je pense, ouais, c'est l'organisation. Ah, le ravitaillement, on fonce, on perce un pays, mais ça suit pas derrière quoi. Bah ça suit pas, parce qu'à la base, pour eux, c'était seulement, ils allaient dire, oh, bon, ils vont pas nous attaquer. L'Est de l'Ukraine, ils sont avec nous, c'est des russophones. Et du coup, ils se sont dit ça, sauf qu'ils s'y attendaient pas à une résistance plus forte que ça, quoi. Ils avaient pas d'essence, ils avaient pas de carburant, du coup leur char était à l'abandon, du coup bah ils partaient les Russes. On en revient toujours au même problème finalement. Le problème c'est que la population n'a pas suivi. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait une population qui coopère, qui soit on va dire accueillante, et ça n'a pas du tout été le cas. Bah c'est ça. En même temps, quand on envahit ton pays avec des chars et tout, c'est jamais le cas. Hein. Tu peux pas arriver et dire c'est une opération militaire. Non, c'est une guerre que t'as déclarée à un pays. Le pays était tranquille chez lui, et toi t'arrives, tu toques à la porte et tu dis bonjour. Ouais. C'est complètement illogique leur raison. Oui, et puis c'est inquiétant hein, parce que Poutine, je me disais, hein, il est parti en mode presque tête baissée, on y va et ce sera gagné en 3 jours, hein, avec tous les exemples que je t'ai donnés. Et aujourd'hui, il peut pas. En fait, si tu veux, s'il a un traité de paix ou s'il perd cette guerre, hein, parce qu'il n'arrive pas à prendre justement l'Ukraine, sa tête elle tombe dans la foulée. Ce serait plus qu'un aveu de chèque, ce serait une honte internationale pour la Russie. Comme la capitulation de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'en est pas à cette échelle, bien sûr, mais tu peux imaginer qu'il y aura des conséquences très très dures. Poutine aujourd'hui n'est pas du tout dans une optique de capituler, au contraire, il veut continuer ce conflit, coûte que coûte, et on verra comment il va s'y prendre justement dans les semaines et mois à venir. Là, il y a une mobilisation partielle, c'est le début d'une étape, on verra si c'est efficace. Il y a encore beaucoup d'autres leviers qu'il a à sa disposition, s'il le souhaite. Donc pour toi, dans tous les cas, là, dans l'immédiat, faut pas s'attendre à une fin du conflit. Je ne pense pas. Après, c'est impossible de faire des pronostics sur le futur. C'est à s'y casser les dents, de toute façon. Mais non, je pense pas. Est-ce que finalement, la guerre n'a pas évolué dans un sens au point où on ne peut plus justement attaquer un pays qui est en mesure de se défendre technologiquement? C'est un peu facile de dire qu'on peut plus attaquer un pays. Moi, je pense pas être de cet avis-là. Je pense qu'effectivement, il y a toujours ces contraintes. Il y a une utilisation de doctrine toujours à prendre en compte. Quand on fait une offensive, de toute façon, la doctrine russe, elle est exactement la même que pendant l'ère soviétique. Hein. C'est-à-dire, on envoie des masses d'hélicoptères, on s'infiltre derrière les lignes et puis on envoie la masse derrière, ça suit ou ça suit pas. On a vu que là, l'équipement occidental a payé, la résistance, elle a été plus élevée que prévu, qui se sont empalés. Et derrière l'investissement qu'ils avaient mis et leurs espoirs, c'était pas en adéquation avec la guerre qui est arrivée. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est tout à fait possible de faire des offensives. Ça dépend justement de la technologie qui est employée et le renseignement. Le renseignement, c'est très important. Dans n'importe quelle guerre, c'est ultra important. Et là, la semaine dernière, on a eu l'offensive justement ukrainienne, hein, qui a repris
plusieurs milliers de kilomètres carrés, c'est une offensive, c'est une victoire pour l'armée ukrainienne, avec une poche à la clé, avec la reprise de villes stratégiques. Donc les offensives sont tout à fait possibles dès lors où justement on a le renseignement en appui et effectivement on a l'appui technologique avec le matériel occidental qui fait la différence. Ça c'est sûr. Ouais, c'est vachement important. Renseignement, c'est vrai que beaucoup parlent justement de la logistique, mais peut-être qu'à ça il faut ajouter aussi, comme tu dis, le renseignement, bien planifier son opération pour prévoir tous les facteurs possibles. Et à partir de là, c'est peut-être plus évident d'avancer. Ah bah la logistique, c'est complètement différent. La logistique, c'est évidemment très important aussi, mais l'Ukraine est sur son propre sol, donc sa logistique, elle va pas s'étirer comme la Russie, elle a à le faire. Donc elle a de facto, vu que c'est le défenseur, une logistique qui est beaucoup plus simple. Tu prends le cas de la guerre, effectivement, quand il y a eu l'Allemagne nazie qui a envahi la Russie. Certes, effectivement, au début, il y a eu l'offensive qui a poussé, mais la logistique et la ligne de logistique allemande qui s'est étendue à fond alors que les Russes étaient sur leur propre base, c'est souvent la même chose. Le temps joue beaucoup. Et puis après, il y a d'autres facteurs. Les Russes, ils ont attaqué, c'était la Rasputitsa. Quelle période de l'année? La Rasputitsa, c'est février, mars, avril, enfin c'est même janvier, février, mars, avril. Justement, ces terrains qui sont idéaux pour des offensives mécanisées, donc à grande vitesse. La Rasputitsa, c'est de la boue. Et c'est de la grosse boue. Il y a tout qui s'embourbe, il n'y a rien qui avance. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est à ne pas comprendre pourquoi les Russes, ils ont lancé une offensive à cette période, parce que c'est les premiers à le mieux connaître ce phénomène. Ils se sont dit justement, on va gagner ça en 3 jours. Donc la Rasputitsa, pas de problème. Ça a duré plus longtemps, ils sont tapés la Rasputitsa, ils se sont embourbés. Aujourd'hui, on a eu l'été qui est passé, on a plutôt eu des victoires ukrainiennes que russes. Ouais, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que là tu parles d'un facteur climat, mais on peut se dire, mais tout cet été, qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi? Ouais. Après, en fait, cet été, ça a laissé, enfin, c'est les conséquences de ce qui se passait les mois précédents. Et la Russie a pris trop de pertes, a pris trop de dommages, et donc n'était pas en mesure justement de mener des offensives comme elle était en mesure justement au début de la guerre. Il faut voir le matériel technologique qu'elle a perdu. Aujourd'hui, ce sont des vieux chars des années 60 qui sont envoyés sur le front. Ce sont plus ces chars modernes justement récemment construits qui sont envoyés. C'est voilà, la différence, elle est sur plein de critères, mais en voilà un. Mais quand on regarde aujourd'hui le coût de conception, de fabrication d'un hélicoptère haute technologie, d'un char haute technologie, même d'un bateau, d'un navire de guerre, le coût ahurissant, est-ce qu'aujourd'hui finalement ce qui ne détermine pas la puissance militaire d'un pays, c'est aussi son économie? C'est aussi le fait de pouvoir suivre économiquement et de payer des engins qui coûtent un prix fou et qui peuvent se faire détruire, on va dire, assez facilement si c'est pas bien soutenu. C'est complètement ça, et je me permettrais même de prendre pour exemple l'utilisation des drones. Un drone, ça coûte rien. Quand on compare à un avion de chasse moderne, justement au critère 4e ou 5e génération, parce que les Russes ont quelques avions de 5e génération, l'utilisation des drones, tellement rentable par rapport au prix qu'ils coûtent et par rapport à l'efficacité opérationnelle qu'ils appliquent. Alors qu'un chasseur aujourd'hui, même un hélicoptère, même c'est plus pertinent en hélicoptère, on a vu, je sais pas si tu as pu voir des images, tu as les hélicoptères soviétiques avec les pads de lance-roquettes sur les côtés pour faire des tirs en cloche, pour justement faire une frappe au sol. Donc les vieux hélicoptères justement russes les Mi, je sais plus combien, mais les Mi-60 je crois, qui faisaient ça. Tu vois les hélicoptères modernes qui sont censés avoir tout plein d'avantages avec les optiques, avec les canons, les missiles, etc. qui s'en retrouvent à faire exactement la même chose, des tirs en cloche, que les mêmes hélicoptères justement des années 70-80 russes, alors que en soi, on pourrait juste se servir des vieux stocks. Donc oui, aujourd'hui, la Russie doit se poser des questions par rapport à ça, et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait. Ensuite, au niveau des défaites peut-être militaires qu'a pu subir il n'y a pas longtemps la Russie, moi je pense par exemple à l'offensive de Kharkiv. Moi j'ai vu un reportage avec un colonel suisse qui a en fait expliqué que les Russes prévoyaient déjà de se retirer de la zone au niveau de Kharkiv parce que en fait quand les Ukrainiens ont attaqué, les Russes avaient déjà sécurisé, je pense, environ 70 ou 80% des munitions. Ils avaient ramené ces munitions à l'arrière, donc dans une autre région, et en fait on commençait à enlever plus ou moins les troupes. Et du coup, quand les Ukrainiens ont attaqué, puisque les services américains ont dit aux Ukrainiens, voilà, les Russes essaient de se replier de cette zone, donc profitez-en.
eh bien, ils ont attaqué, ils ont repris du territoire, c'est une victoire symbolique. Mais quand on regarde pour ce qui est de la stratégie ou alors des pertes, on voit que l'Ukraine en fait a foncé dans un terrain vide, donc il n'y a presque pas eu de combat entre Russes et Ukrainiens. Et donc les Russes ont eu très peu de pertes et en fait ils ont bombardé avec leur artillerie l'avancée des Ukrainiens. Donc en fait, d'après des chiffres américains, je crois que cette offensive a coûté au moins 4000 hommes aux Ukrainiens, ce qui est considérable. Et quand on regarde des offensives qui ont été menées par Kiev et là où il y avait des hommes russes, donc par exemple à Kherson ou alors dans Kryvyi Rog, qu'ils ont mené il n'y a pas longtemps, eh bien on a vu qu'en fait les Ukrainiens ont buté. C'est-à-dire que quand il y avait des Russes, les Ukrainiens ont pris beaucoup de pertes et n'ont pas réussi en fait à prendre des territoires. Alors c'est vrai qu'ils ont réussi à avoir quelques victoires militaires, notamment à Liman, mais c'est vraiment très minime. Contrairement, quand on regarde sur le plan stratégique, c'est très minime. Même si la ville de Liman est assez importante, juste cette victoire-là ne représente pas grand-chose. Prenant en compte le fait que les Russes en fait voulaient déjà se replier de cette zone. Si on est de bonne foi, est-ce que justement on n'aurait pas tendance, on va dire, à accentuer dès qu'il y a une victoire ukrainienne et à minimiser dès qu'il y a une victoire russe? Oui, mais bien sûr, moi je pense que bon, beaucoup de gens ne veulent pas l'admettre. Beaucoup de gens disent que voilà, la propagande c'est du côté des Russes, etc. Mais moi, quand je vois en fait ce que disent les gens de mon point de vue de Russe et de Français aussi, parce que j'ai deux origines, de mon point de vue qui est nuancé, parce que je regarde les deux informations en fait, en quelque sorte. Moi, je regarde des médias surtout français, même si je regarde des médias russes, par exemple sur Telegram, mais pas en télévision. Mais en fait, je vois que j'ai une nuance du coup par rapport aux informations, et je vois qu'en fait, on a surtout tendance du côté européen à dire que voilà, donc les Russes perdent, ils ont raté, voilà, ils se sont fait battre à cet endroit grâce à la grande offensive ukrainienne. Donc l'Ukraine est en train de gagner la guerre, alors que bon, on rappelle quand même que pour l'instant c'est les Russes qui occupent le territoire. Et en fait, on a tendance à accentuer sur le fait que voilà, la Russie, ça reste une dictature, que là, ils vivent des revers militaires importants, que la population se soulève, alors que quand ils parlent beaucoup des manifestations, par exemple, il peut y avoir en extrême est, comme on a vu, au niveau de la mobilisation, mais ils ne parlent jamais des queues qui ont été complètement remplies devant les bureaux d'enregistrement des gens qui sont mobilisés. Et aussi, il y a beaucoup de fausses informations qu'on a vu par exemple sur Nord Stream 2 ou sur la centrale nucléaire, où en fait là on dit tout simplement que les Russes se bombardent eux-mêmes. Ça veut dire que Nord Stream 2 et Nord Stream 1, les Russes auraient bombardé leur propre infrastructure, là où ils avaient investi des milliards, et alors qu'ils pourraient juste couper le gaz. C'est illogique selon moi, et c'est pareil pour la centrale nucléaire. À quoi ça servirait de bombarder ses propres hommes? Voilà, donc moi je trouve qu'il y a une certaine propagande qui est jouée et en fait on détourne toutes les informations et on accentue ce qui peut être accentué en faveur de l'Ukraine. Je pense que c'est tout le problème d'une guerre, on montre ce qu'on a envie de montrer, quoi. Oui, après ça se joue aussi du côté russe, je vais pas me mentir, mais je trouve que quand même du côté des Européens on peut pas dire que la Russie fait de la propagande alors que de notre côté aussi on en fait. Okay. J'essaie d'être assez honnête aussi, je dis pas voilà la Russie rien, aucune propagande, rien de tout ça. Je dis juste que voilà, c'est une réalité aussi en Occident. C'est clair. L'Occident n'est pas meilleur que la Russie. Mais simplement quand tu te bats contre un petit pays comme la Géorgie ou une insurrection comme en Syrie, c'est pas la même chose que de tomber sur une armée qui s'est déjà pris une déculottée en 2014 et qui a tiré les leçons. Les Ukrainiens les attendaient, tandis que les autres, ils subissaient. Donc pour eux, la question c'était pas s'il y allait voir un conflit, mais quand. C'est vrai que depuis 2014, on entendait beaucoup dans les reportages que c'était pour les Ukrainiens juste une question de temps avant que la Russie attaque. Mais je te rappelle que les Ukrainiens étaient déjà en guerre, malgré les accords de Minsk, avec la République populaire démocratique de Lougansk et de Donetsk, même si la ligne de front était figée. Mais ils s'envoyaient quand même des joyeux pélos sur la gueule. En 2014, on voyait des petits hommes verts, bien équipés, bien armés, qui venaient de on ne sait pas où, soi-disant des combattants des pays cités, mais un pays qui sort de l'artillerie lourde, des chars et autres, à profusion, ça me paraît suspect. Mais ce qu'on oublie souvent,
c'est la motivation du défenseur. Et les défenseurs font remonter un bloc depuis qu'ils ont repris des villes du Nord comme Boutcha et compagnie. Où là, ils ont vu ce que les Russes faisaient à leur population récalcitrante. Et sans compter que l'aide occidentale, surtout américaine, a été très généreuse. Pour prendre l'exemple de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient misé sur le Panther et le Tigre 2, qui étaient des navires technologiques dont certains étaient sous-motorisés comme le Tigre 2. Pour ça, il faut avoir des thunes, de la corde, et aussi il faut avoir des matières premières. Mhm. Or, le premier fournisseur de pétrole à l'époque, c'était la Roumanie, pour Ouais. l'Allemagne, jusqu'au jour où elle a changé de camp. Mais là, pour la Russie, on parle bien d'un pays qui est censé s'auto-satisfaire en termes de ressources. Oui, mais les composants électriques, ils viennent d'où? Les composants électroniques des pays occidentaux. Europe? L'Europe, les États-Unis ou autres. Ben, les puces, les systèmes de vision nocturne ou autres. La Russie n'a pas les composants pour fabriquer ce genre de système. Du moins pas les plus perfectionnés parce qu'elle aurait besoin.